avec des contraintes qui sont, on va dire, allégées, mais qui sont plus spécifiques de votre domaine. À titre d'exemple, il y a un domaine qui a fait un ensemble de normes qui ne se raccroche pas à la 61508, qui reprend une partie de la norme machine et une partie de la norme 61508 pour créer un référentiel spécifique de la machine agricole. Et ces gens-là ont créé un corpus de 4 normes ISO 25119 qui permet de répondre à toutes les considérations de sécurité fonctionnelle pour le matériel agricole. Sachant qu'aujourd'hui, certains matériels agricoles sont plutôt un ensemble d'automates roulants que du matériel agricole de 30 ou 40 ans plus en avant. Donc, attention, dans ces normes-là, certaines sont là pour nous servir uniquement de guide, c'est-à-dire qu'elles sont là en fonction des desiderata de vos clients où elles permettent de prendre en considération des pratiques, des stratégies, mais sans être obligatoires sur le plan international. Par contre, d'autres sont strictement obligatoires parce qu'elles ont été transposées dans le droit du pays ou de la région, si on prend le code des directives européennes, et peuvent être applicables au titre des directives machines, par exemple, ou au titre des appareils médicaux. Donc, attention, à titre d'exemple, la 61508 n'a pas de caractère obligatoire sur le plan législatif, sur le plan des directives européennes. Elle est juste une émanation soit d'un besoin client, soit d'une stratégie de vente au niveau marketing, mais à contrario, la norme ISO 13849 qui est dédiée aux machines-outils, de par sa nomination dans la directive machine qui est applicable à nos machines européennes, est de droit applicable et obligatoire. Ce qui change totalement la donne. Vous trouvez assez régulièrement, dans certains appels d'offres, vous vous rapprocherez de la SEI 61508 comme dit guide de développement, mais sans chercher à aller sortir un certificat. Mais également, vous pouvez aller chercher des certificats sur ces normes-là auprès des différents grands organismes français ou étrangers, que ce soit au niveau français, Bureau Veritas, INERIS, au niveau international, vous trouverez le TÜV, vous trouverez Exida, vous trouverez DNV, qui sont en mesure, la LOID également, de vous délivrer des certificats. Et puis, plein d'autres petits organismes dans des pays qui n'ont pas toujours l'ossature pour vous présenter les justificatifs. Donc, les objectifs de la sécurité fonctionnelle, comme je l'ai dit, donc la partie matériel aléatoire avec la probabilité de défaillance à la seule félicitation et la probabilité de défaillance horaire pour votre produit. Les pannes systématiques avec beaucoup de preuves au sens plutôt qualité de la méthodologie, aussi bien pour l'organisation de votre entreprise que pour votre logiciel, sachant que pour votre logiciel, l'aspect qualité est loin d'être négligeable quand vous allez chercher des SIL 3, voire des SIL 4. Donc, les domaines de ces normes de sécurité fonctionnelle concernent, en tout cas pour la 61508 et ses déclinaisons, les systèmes EEPE au style électronique, électricité et en anglais Programmable Electronics, ce qui signifie que les composants programmables, qu'ils soient FPGA avec des programmations de type VHDL ou microprocesseurs avec des programmations de type C, C++, langage machine, ou les automates avec des langages de programmation, on va dire, de haut niveau, type contact ou leader, sont impactés quand c'est nécessaire par ces normes-là. Les déclinaisons, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, dans les petites relations normatives, concernent quasiment tous les domaines de l'industrie, des transports, des services à la personne, quand vous avez des robots d'assistance pour les personnes handicapées. Il est évident que dans ce cadre-là, il serait dommageable que la personne qui veut faire un mouvement vers la gauche
soit aidé uniquement vers la gauche et que le système, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, que le robot, par exemple, d'assistance à la personne ne part pas à l'opposé de ce que veut faire la personne. Concernant les risques potentiels et la sécurité, et c'est là qu'on va avoir peut-être une différence après quand on va passer à la cybersécurité, l'impact uniquement, c'était souvent la sécurité des personnes et l'environnement. Le but, c'était de se dire, je ne vais pas endommager l'utilisateur du produit, l'environnement et puis tout ce qui peut être au sens personnel autour. On s'occupait assez peu de la protection des biens industriels en se disant, si eux sont détruits, c'est moins grave que d'avoir des dommages graves sur les personnes et l'environnement. Et puis, à quel moment de la vie du produit, ben, c'est clair, c'est depuis le début jusqu'à la fin. Dans une démarche de conception, plus tôt on prendra en compte ces activités, moins les modifications seront importantes par la suite du projet. Donc, dans cette approche commune avec la sûreté de fonctionnement, on se retrouve à spécifier des fonctions de sécurité, mais là, on va mettre des niveaux de cible. On va se mettre une architecture qui soit conforme, évidemment, à nos contraintes. Et vous le verrez tout à l'heure avec un petit exemple. On va s'assurer que, évidemment, la probabilité répond bien au niveau qu'on a demandé. Et puis, on mettra en face des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et suffisantes, tant sur l'aspect matériel que logiciel. Dans ce qui nous est demandé dans les phases de vie, vous voyez bien qu'au travers de cette image qui est coupée en deux par rapport à la norme, vous verrez la suite par ailleurs, vous voyez bien que dès lors qu'on est en phase de concept, nous devons nous poser des questions, comment décliner cette sécurité fonctionnelle, puis aller jusqu'aux analyses de risque, définir nos fonctions de sécurité, si nécessaire les allouer entre matériel et logiciel ou les allouer entre différents sous-ensembles pour arriver à des phases de spécification du produit, des phases 10 qui est la phase réellement de réalisation du produit, de développement, de codage, de validation du code, de test, de qualif, puis en ayant pris en compte l'ensemble des activités liées à la planification de la sécurité, décliner vers les phases suivantes qui vont être l'installation et la mise en œuvre du produit, la validation globale quand vous avez des contraintes de sécurité fonctionnelle, et puis la partie exploitation, la partie modification, souvent oubliée mais fondamentale dans ces activités, et puis derrière la phase de mise au rebut si nécessaire. De manière générale, dans ces études-là, au regard de l'expérience que je peux avoir du fait de l'agrément Qualicil que j'ai obtenu il y a une dizaine d'années, je n'ai réellement jamais traité la phase 16, qui est la mise au rebut d'un produit, parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas en mesure de savoir quelles seront les contraintes normatives dans 15 ans ou dans 20 ans quand le produit soit recyclé. Donc, on se limite à dire si nous avons des produits dangereux ou des contraintes particulières connues à la date d'édition du dossier, quelles sont les contraintes exportées pour le gérer correctement, par exemple aujourd'hui en 2020, mais nous ne sommes pas en mesure de dire quelle sera en 2032 ou en 2037 les normes de sécurité qui nous seront imposées pour pouvoir démanteler ou recycler un produit. Pour vous donner un ordre d'idée des niveaux de cible, ce qu'ont fait les gens par rapport à ces choses-là, c'est qu'ils ont classifié, organisé par tranche les probabilités qu'on utilisait déjà en sûreté de fonctionnement. La seule différence, c'est qu'ils nous les ont mis par catégorie pour que chacun puisse avoir un langage identique et compréhensible par tous à travers le monde. Pour vous donner un ordre d'idée des risques
et des produits qui ont des niveaux de cils dans des domaines très différents sont dévoilés, qui ne devraient pas être dévoilés. Dans le domaine ferroviaire, à titre d'exemple, une défaillance d'un indicateur de vitesse ou une défaillance d'un système de porte qui s'ouvrirait en marche ou de frein, la plupart des exigences normatives et industrielles, on est plutôt sur du CIL 4, donc probabilité de défaillance entre 10-8 et 10-9 par heure. Sur certains systèmes de détection de voies d'eau sur des bateaux, on est en CIL 3. Et vous trouvez plein de systèmes, par exemple dans le domaine médical, aujourd'hui, on nous demande d'ores et déjà de faire du CIL 2, voire du CIL 3. Concernant les contraintes d'architecture qui peuvent être variées en fonction des différentes normes et des différents secteurs d'activité, je présente seulement une contrainte pour en avoir une idée dans le domaine de la directive machine. Celle qui vous est présentée vous dit voilà, pour aller chercher un PLD, voire équivalent à un CIL 2, vous devez être conforme à ce type d'architecture. Et vous voyez bien qu'au travers de ce type d'architecture, si vous n'intégrez pas dès le début dans votre design la double voie, les doubles entrées, les doubles sorties, et puis la liaison inter-automate ou inter-microprocesseur, voire inter-FPGA, quelque part, vous seriez un écart par rapport à la recommandation normative et ça vous imposerait, si vous vouliez être certifié et répondre à ce domaine, à une évolution de définition majeure. Donc, le logiciel, lui, est un petit peu à part de tout ça parce qu'on n'est pas capable, je dirais, de faire de calculs probabilistiques. Donc, le mot logiciel, les spécialistes ont trouvé un artifice, comme je le présentais tout à l'heure, pour se dire finalement, et je vais revenir quelque part en arrière, si je veux être d'un même niveau de sécurité entre mon matériel et mon logiciel, si je ne suis pas capable de mettre en œuvre un calcul probabilistique lié à la défaillance de mes différents composants intervenant dans la fonction de sécurité, je vais devoir trouver un artifice différent pour le faire. Et dans ce cadre-là, les spécialistes se sont dit, voilà, pour garantir une équivalence entre, d'un côté, la sûreté d'un logiciel et la défaillance du matériel, la seule méthodologie que je suis capable de mettre en œuvre, c'est un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils qui vont me permettre de dire si je respecte mes engagements en termes de méthodes, en termes d'outils, plus ou moins importants en fonction du niveau de sécurité que vous allez atteindre, et bien vous pourrez prétendre à une équivalence. Donc, on retrouve au niveau logiciel l'équivalent du matériel et du système, donc un cycle de vie spécifique au logiciel essentiellement basé sur quelque chose que les gens du logiciel connaissent très bien, c'est leur fameux cycle en V pour le développement, des spécifications évidemment précises, des planifications, des validations et une conception avec toutes les phases de vie du produit et de son développement logiciel. Mais pour chacune de ces phases, les normes nous imposent de respecter des méthodes et des outils. Donc, concernant ces méthodes et ces outils, on peut avoir des choses très différentes. Concernant, à titre d'exemple, et dans le temps imparti, il était difficile de rentrer dedans, mais des recommandations sur les types de langage, sur les règles de codage, sur la typologie des tests que vous allez faire, sur les méthodes de démonstration, sur la gestion des interruptions, sur la gestion des mémoires, sur l'ensemble des activités qui peuvent être liées à votre logiciel. Concernant le petit calcul de Safety Fraction Failure, n'oubliez pas que finalement, dans ce niveau de CIL, comme nous le faisions dans les études de sûreté de fonctionnement, eh bien, nous devons prouver que les petites pannes résiduelles de nos composants que l'on ne sait pas tester constituent finalement la pierre angulaire de notre démonstration de probabilité de défaillance qui est directement prise en compte dans notre calcul de niveau de CIL. Donc, tout ce qui est panne qui nous met en sécurité n'est pas considéré dangereuse.
et toute panne qui est considérée dangereuse, mais qu'on sait détecter suffisamment tôt avant l'occurrence de la situation dangereuse, peut être considérée comme acceptable. Attention, dans cette notion de détecter, détecter veut dire détecter avec un temps suffisamment long par rapport à l'occurrence du phénomène dangereux, de telle sorte que des moyens de prévention peuvent être pris. Voilà. Donc, à titre d'exemple, sur ce cas-là, qui a un peu défrayé la chronique au début de la conduite autonome avec Tesla, un accident malheureusement mortel aux États-Unis a conduit à une plainte, évidemment, de la famille contre Tesla, estimant que c'est le mode autonome de la voiture qui avait mis en danger la personne. Dans le cadre des analyses des équipements internes, la firme Tesla a montré que, justement, depuis 1 minute et demie, un avertisseur sonore avait détecté un problème interne et que, normalement, le chauffeur aurait dû reprendre le volant parce qu'aujourd'hui, ces systèmes ne sont pas considérés comme totalement autonomes et qui ne sont considérés que comme des aides à la conduite. Alors, juste un petit rappel concernant la cybersécurité. Pourquoi les dernières mises à jour contiennent également de la cybersécurité? On l'a vu apparaître dans la directive machine 2016. Ayant eu la chance de faire partie de la relecture de la version ISO 13849 qui est en gestation au niveau de l'AFNOR, toutes ces nouvelles normes contiennent un paragraphe cybersécurité. Par contre, elles ne nous disent pas comment il faut le faire, elles nous disent seulement, en gros, n'oubliez pas que votre cybersécurité est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans vos développements. Pourquoi ils nous ont mis cette notion de cybersécurité dans toutes les normes de sécurité fonctionnelle? C'est parce que de plus en plus souvent, les systèmes sont ouverts vers l'extérieur, mais attention, certains systèmes industriels ne sont pas ouverts sur l'extérieur en permanence. Et c'est là qu'il y a une différence avec la cybersécurité qui est applicable au réseau informatique de l'entreprise. C'est que votre système informatique de l'entreprise, il est ouvert sur le monde Internet en permanence et qu'il est de manière pertinente, agressable à tout moment, que ce soit de jour, de nuit, dès lors qu'il est ouvert sur le monde extérieur. Quand vous écrivez à une entreprise, le mail que vous allez envoyer, à titre d'exemple, à 1h du matin, va lui arriver, même s'il n'est pas lu. Ça veut dire que quelque part, les serveurs de l'entreprise sont ouverts sur le monde extérieur. Alors que nous, dans le domaine de la partie industrielle, quand nous avons des automates industriels, quand nous avons des produits embarqués, la question que nous devons nous poser, est-ce que je suis ouvert sur le monde extérieur uniquement en conception, en exploitation, en maintenance, durant le transfert de paramètres, durant les mises à jour, etc. Parce que, en fonction de votre degré d'ouverture vers le monde extérieur, nous n'aurons pas les mêmes contraintes à appliquer et nous n'aurons pas non plus, donc, du fait des contraintes à appliquer, le même niveau de sensibilité à ces agressions. Et c'est là qu'il y a une différence entre le réseau. Nous n'allons pas être nécessairement victimes d'une agression tout le temps et de manière permanente. Alors, comment on peut considérer finalement l'arrivée de la cybersécurité sur le plan de la sécurité fonctionnelle ou de la sûreté de fonctionnement? Est-ce un complément ou est-ce plutôt finalement complètement antagoniste? Alors, pour y répondre, et je ne dirais pas mais transparent, on peut considérer que voilà, la cybersécurité, telle qu'on l'entend aujourd'hui au sens d'agression sur des choses qui peuvent être stockées, sur des transferts de données, pourrait potentiellement nous impacter. Ça pourrait impacter également nos activités de mémoire au sein de nos produits industriels ou au sein de nos produits embarqués. Mais quelque part, est-ce que nous, dans le cadre d'un produit industriel, nous pourrions être considérés comme cybercriminalité en voulant détruire notre système de sécurité
gérant notre industrie ou notre process industriel. Donc, toutes ces définitions émanent de la partie gestion de la sécurité au niveau national, sachant que l'ANSSI, aujourd'hui, est raccroché aux différents ministères nous gouvernants. Alors, comment ils ont fait dans le domaine de la cybersécurité pour nous expliquer comment on pouvait avoir des niveaux de sécurité? Eux ont une approche un petit peu différente de nous par rapport à la sûreté de fonctionnement, c'est qu'ils ont généré une codification, une organisation qui est certes un peu différente de celle qu'on avait l'habitude de connaître au travers des fonctions de sécurité, au travers des niveaux de SIL. Ils ont défini des choses en passant dans des considérations de fonctions impactées, de niveaux de sécurité qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et puis ils ont joué de la même manière que le monde du logiciel en ayant des recommandations spécifiques qui, en fonction du niveau de sécurité que vous allez aller chercher, qui sont à mettre en œuvre et à prouver. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous, dans le domaine industriel, ce qui va être important, c'est bien de dire quels sont les agresseurs, à quelle phase de vie de mon produit je vais pouvoir les avoir. Est-ce que c'est uniquement durant la phase de fonctionnement, je l'ai dit tout à l'heure, en utilisation, en paramétrage, ou juste durant la mise à jour? Pourquoi c'est fondamental? Parce que quelque part, au travers de toutes les fonctionnalités d'agression qui nous sont données par ces normes de sécurité, hyper-sécurité au sens de la cyber, c'est que certaines de ces recommandations ou de ces agresseurs vont pouvoir être nommés inapplicables en fonction de notre utilisation et de notre ouverture sur le monde extérieur. Donc, cette analyse qu'on pourrait assimiler à une analyse fonctionnelle en se disant dans quelle phase de vie je suis potentiellement agressable devient finalement fondamentale. Certains systèmes sont aujourd'hui ouverts uniquement dans les phases de mise à jour, dans les phases de conception, et puis quand ils sont en fonctionnement, le système est quasiment autonome, sans aucune liaison informatique vers l'extérieur. Alors, aujourd'hui, nous avons, dans le domaine de la cyber, un cadre normatif qui est très général et on retrouve la même norme que celle qui vous est présentée par le précide sur une application concrète. En fait, cette norme est coupée en multitude de tomes en précisant les notions d'attaque, qu'elles soient internes, externes, les différentes organisations, pour pouvoir dire si nous sommes potentiellement agressables par l'environnement extérieur. Alors, dans ce cadre-là, ils ont défini plein de choses concernant les descriptifs des alertes, des descriptifs de vecteurs d'agression, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire derrière et quelles sont les conséquences qu'on pourrait avoir sur les produits, que ce soit en termes de perte de choses, soit en termes d'agression, soit en termes de coupure physique, de sabotage, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples d'attaques qu'on pourrait avoir, quel que soit le niveau, et ça fait un historique. Et vous retrouvez en fait dans la norme, de manière générique, tous ces types d'agressions qu'on a pu voir de par le passé. La présentation ayant été faite il y a quelques semaines, j'ai entendu la semaine dernière qu'une nouvelle agression avait pollué une entreprise pendant quelques jours parce qu'ils s'étaient retrouvés sans moyen de communiquer à l'extérieur, un blocage de tout leur mail. Voilà. Alors, finalement, eux ont considéré qu'on pouvait avoir différents types de fonctions fondamentales qu'ils ont appelées functional. Donc, que ce soit des fonctions d'identification, des fonctions d'intégrité, des fonctions de confidentialité des données. Donc, à titre d'exemple, sans les parcourir toutes, vous voyez bien que dans un automate de sécurité industrielle, la confidentialité des données est-elle réellement un problème à traiter? Si vous avez quelque part une fonctionnalité avec des capteurs d'entrée, de sortie, des pilotages de relais,
y a-t-il une notion de confidentialité si vous êtes ouvert sur le monde extérieur et que ces données-là sortent? Voilà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la sortie de ma donnée peut être finalement une menace pour l'entreprise si quelqu'un sait que j'ai piloté un actionnaire à tel moment? Voilà. Alors, il faudra se poser la question, est-ce qu'en ayant connaissance de ces informations, je suis en mesure de remonter, par exemple, au fonctionnement du processus industriel, à ses lacunes, et faire finalement une sorte d'espionnage industriel au travers de la surveillance du pilotage de l'installation. Donc, vous voyez bien qu'en fonction des types d'exigences fondamentales, on peut en gros trier, savoir ce qui nous est impacté ou ce qui ne nous est pas impactant. Il y en a une, quand vous êtes sur des systèmes industriels avec des contraintes de sûreté de fonctionnement et ou de sécurité fonctionnelle qui est fondamentale. À titre d'exemple, la FR6. Il y a marqué réponse rapide aux événements. Ça, celle-ci est fondamentale. Si vous avez un processus industriel devant répondre à une situation d'alarme en moins de 200, 300 millisecondes, suivant les cas, voire moins si nécessaire, vous voyez bien que si l'agression prend la main ou utilise des ressources à d'autres fins et que vous ne pouvez pas traiter l'information sécuritaire en temps utile, vous voyez bien que quelque part, la cybersécurité est de nature à devenir non pas quelque chose de différent, mais à devenir une agression complémentaire sur votre système. Donc, vous voyez bien que la cybersécurité n'est pas nécessairement en contradiction avec toutes les analyses de risque qu'on a pu faire par le passé. Finalement, la cybersécurité, au travers de cet exemple FR6, n'est qu'une agression supplémentaire à prendre en compte. Dans le domaine de la cybersécurité, au lieu d'avoir des niveaux de SIL, eh bien, ils nous ont généré des niveaux de SL avec différents niveaux. Ils les ont pas probabilisés comme nous on a pu faire avec un niveau de SIL ou un niveau de PL, mais en fonction des niveaux qu'on voulait atteindre en termes de protection de ces différentes fonctions, exigences fondamentales, en se disant, ben voilà, plus je vais chercher à me protéger, plus je vais devoir atteindre un niveau de sécurité élevé. Donc là, pas de notion de probabilité, uniquement des notions qualitatives. Et si on fait le pendant, on pourrait dire finalement la méthodologie appliquée à la cybersécurité est une ressemblance des méthodes qui sont appliquées sur le plan logiciel dans les autres méthodes que sont 61508, 13849 ou autres normes de sécurité fonctionnelle. Donc, vous voyez bien qu'ils ont fait des exigences spécifiques, des niveaux de sécurité, et puis, en fonction de ces niveaux de sécurité, on a évidemment, en fonction de la typologie des agressions, les gens ont proposé de travailler en radar avec, d'un côté, l'objectif que je me suis fixé en fonction de la sensibilité de mon produit aux agressions externes et comment il pouvait impacter, sachant que s'il est impacté, il ne remplira pas sa mission sécuritaire. Donc, deux niveaux, un niveau recherché et puis un niveau atteint, pour avoir une vue. Et puis, dans cet exemple, en fait, là, vous voyez bien que, en fonction d'une exigence particulière, les gens vous ont mis, là, pour la FR7 et non pas la FR6 que je vous mentionnais tout à l'heure, un certain nombre d'exigences, de recommandations qu'il serait bon de prendre en œuvre. Et en fonction du niveau de sécurité, ce fameux SL que vous voulez atteindre, eh bien, il vous dit, en fonction des coches qui sont mises sur la partie droite de ce tableau, eh bien, pour atteindre le niveau SL4, eh bien, vous êtes obligé de là quasiment tout faire. Et si vous voulez obtenir que le SL3 ou le SL2, ben, finalement, une activité est possible ou elle n'est pas indispensable. Et à chaque fois que vous avez une activité à mener,
elle vous renvoie vers un paragraphe spécifique, à l'identique de ce qui est fait dans le logiciel pur dans les autres normes de sécurité fonctionnelle, en tant que guide pour vous dire, ben voilà, cette activité-là, pour la respecter, il vous faut mettre en œuvre des alimentations secourues, par exemple, des automatisations de sauvegarde automatiques, et ainsi de suite. Donc, charge à vous, pour chaque recommandation, de répondre à l'exigence en termes de satisfaction du besoin pour pouvoir finalement faire en sorte que votre radar soit au plus près de l'objectif cible. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, finalement, la cybersécurité n'est pas antagoniste aux méthodes qu'on connaît depuis une trentaine d'années en termes de sûreté de fonctionnement, en termes de sécurisation et de sécurité fonctionnelle. Finalement, au lieu d'avoir des agresseurs uniquement de type, par exemple, CEM qu'on prend en compte depuis longtemps, eh bien, la cybersécurité, c'est un nouvel agresseur qui est plus ou moins impactant en fonction de l'ouverture de notre système industriel sur le monde extérieur, mais il n'est pas en soi révolutionnaire. La seule chose qu'on peut, entre guillemets, regretter, c'est que toutes ces méthodologies-là, en fonction des sensibilités des gens, il n'y a pas eu possibilité d'harmoniser les grilles de cotation entre SIL et SL pour faire en sorte qu'on puisse se dire, globalement, si je suis sur un SL de tel niveau, ma probabilité d'agression soit également de tel niveau, comme on l'a fait avec le soft. Et maintenant, je laisse la parole au Crécile pour continuer sur la présentation et écouter vos questions tout en fin de présentation. Merci beaucoup, Monsieur Delion. Donc, je sais pas mal dans les temps, je pense que je suis bien. Nickel, à 1 minute près, parfait. Ah, je suis désolé, vous m'envoyez désolé. Non, non, mais vous êtes 1 minute en avance. Donc, Ah oui, je le vois, 59, oui, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants. Ou à la fin, après la présentation de… Oui, après, voilà, tout dépend si, voilà, si des fois, c'est bien aussi de voilà, revenir à chaud s'il y a des questions. Je pense qu'effectivement, Samuel va compléter ce que vous avez déjà présenté sur le côté cybersécurité. Donc, on va peut-être lui laisser la main et puis, si vous avez des questions, on les prendra ensuite. Donc, Samuel, je te laisse la parole. Vous voyez mon écran, là? Bonjour à tous. Pour l'instant, on voit Crédit Industrie. Voilà, c'est mieux. Parfait. Ouais. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, là, moi, je vais poursuivre un petit peu sur ce qu'a commencé M. Delion, en me focalisant sur une extension de la norme, qui est la 62443-4-2, qui s'attelle à justement la gestion du risque cybersécurité au sein des produits électroniques. Donc, on va approfondir le sujet, voir un petit peu ce qui se cache derrière toutes ces exigences fonctionnelles qu'on a commencé à lister, les 7. Et puis, on va voir à l'aide d'exemples qu'est-ce qui se cache derrière et comment on peut solutionner ce niveau de protection et quels sont les outils à mettre en place et les réflexions à avoir pour répondre à ce niveau de sécurité et d'exigence relative à l'appareil que l'on va mettre en circulation. Donc, il va y avoir un certain nombre de recommandations, des leviers, et puis on va voir les solutions matérielles, effectivement électroniques, en termes de composants, mais également en termes de matériel disponible pour avoir une idée de la chaîne complète qui peut être mise en œuvre pour répondre aux exigences de cette norme. Donc effectivement, je commencerai par revenir un petit peu sur les risques cyber, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, des attaques, voir ce qu'il y a derrière, et puis voir aussi que ça touche aujourd'hui tout le monde, et on ne peut pas ne pas passer à côté de la sécurisation de ces systèmes aujourd'hui. C'est plus possible, ça. Donc ensuite, j'approfondirai la directive 62443-4-2, avec effectivement toutes les recommandations associées, les mécanismes à mettre en place, et puis avec quelles solutions matérielles que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui pour répondre à ce besoin-là. Donc la menace, effectivement, elle est réelle. Monsieur Delion a commencé à exposer dans une de ses dernières slides un tableau avec
une liste d'attaques existantes avec les dates relatives. Alors, moi, je ne ferai pas une liste à la Prévert sur ce sujet parce que voilà, il y en a tous les jours des nouvelles et en quantité en plus, en quantité importante. Hein. J'ai relevé quelques chiffres dans la littérature. J'en ai vu d'autres également que je n'ai pas voulu mettre dans la slide. On parlait les temps derniers de 90% des sociétés françaises qui ont été impactées par des attaques. Alors je pense que dans ces 90%, ils doivent parler également de tout ce qui est spam dans les boîtes aux lettres. Effectivement, aujourd'hui, on reçoit du spam et peut-être que dans tout ce spam-là, il y a peut-être un lien sur lequel on ne clique pas parce que ça va directement dans les indésirables. Mais il y a forcément dans tout le lot de spam des virus, des malwares et puis des trojans qui font que si on a le malheur de cliquer dessus, ça va déclencher tout un tas de mécanismes qui vont venir paralyser l'intégralité du système de l'entreprise. Donc, c'est en forte hausse et puis ça génère effectivement des pertes au niveau de l'entreprise avec des chiffres qui commencent à s'envoler. Alors, des pertes, effectivement, il y a la perte financière, mais il y a aussi la perte en termes de données, de fonctionnement sur les lignes de production, éventuellement. Ça peut aller jusqu'à des blocages de lignes. Et donc, de la perte de productivité. Et en plus de ça, quelque part, une insécurité grandissante en se disant ça peut-être se produire et j'ai toujours pas mis en place les procédures qu'il faut pour pouvoir protéger l'ensemble de mon système. Et vraiment, il va falloir que je m'inquiète de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc, il y a le chiffre des pertes sèches et puis aussi les chiffres qui sont liés à l'investissement qu'il va falloir mettre derrière pour rattraper tout le déficit de sécurité qui n'a pas été mis en place. Donc en termes d'évolution de type d'attaque, on va se retrouver avec des attaques effectivement qui viennent de l'extérieur, mais également des fois provoquées par l'intérieur. Donc pour ce qui est de l'extérieur, effectivement, il y a les dénis de service, hein, des serveurs qui vont venir régulièrement poser des questions à votre système et puis monopoliser la bande passante et vous empêcher d'envoyer vos mails, d'empêcher les accès à vos pages web, etc. Le ransomware, vous avez cliqué sur un lien, effectivement, vous vous retrouvez avec la moitié ou l'intégralité de votre système qui est chiffré et on vous demande une rançon pour réussir à débloquer et récupérer la clé de chiffrement. Donc, impacté dans les deux sens. Vous ne pouvez plus travailler parce que vos fichiers sont chiffrés. En plus de ça, il faut que vous mettez la main à la poche pour essayer de solutionner le problème avec le questionnement de est-ce que si je paye, je vais effectivement avoir la clé qui me permette de déverrouiller l'ensemble et est-ce qu'une fois que c'est déverrouillé, ils ne vont pas refaire le coup dans 2 semaines ou 4 jours pour me redemander de nouveau quelque chose parce que je n'ai pas eu le temps de mettre en place les procédures les contre-mesures associées à la protection du système. Donc des malwares, des spybots, des backdoors. Hein. On peut installer un logiciel qui n'est pas forcément bien sécurisé ou alors faire une mise à jour d'une version de logiciel qui était en open source et qui n'est plus maintenue. Et donc, si on ne fait pas la mise à jour régulière de notre système, on peut se retrouver avec des backdoors connus, identifiés, mais dont nous, on n'a pas connaissance parce qu'on ne s'est pas intéressé au sujet et parce que voilà, le PC, il marche très bien sans être mis à jour et si je le mets à jour, j'ai potentiellement un élément de mon système qui ne va plus fonctionner parce que ce n'est plus les mêmes librairies et que je n'ai pas racheté le matériel à jour pour fonctionner avec la dernière version de mon système d'exploitation. Et donc, tout ça peut amener également à de la destruction de données. Donc, quand on évoque le risque cyber, la première préoccupation des gens, c'est de se dire j'aimerais pas qu'on me demande une rançon pour récupérer mon système. En deuxième lieu, j'aimerais pas non plus que je perde mes informations ou je n'y ai plus accès. Vient ensuite, effectivement, le logiciel espion qui vient faire je ne sais quoi sur ma machine. Est-ce que si je suis attaqué, ça va pénaliser mes sites de production? Est-ce que ça va descendre jusqu'aux machines qui seraient éventuellement en réseau local sur mon système parce que je suis venu avec une clé qui était potentiellement vérolée et j'ai voulu mettre à jour un automate ou autre chose et voilà, j'ai corrompu le système. Il y a aussi également le piratage des informations, le vol de données d'identification, les piratages de données personnelles. Et puis, dans une moindre mesure, les gens, bon, c'est pas grave, c'est le site web, on met une page qui n'est pas la mienne, quoique si on met un lien qui renvoie vers quelque chose aujourd'hui sur des thématiques comme le terrorisme ou autre, c'est sûr que je pense que si on repose la question, ça c'est une étude qui date de 2018, si on la repose aujourd'hui, je pense peut-être que la défiguration du site web prendrait peut-être un peu plus d'importance, ne serait-ce qu'en termes de notoriété également. Et puis, moi, j'ai rajouté une que les gens ne pensent pas forcément, c'est
On a un matériel qui est censé faire quelque chose, mais à partir du moment où quelqu'un à distance a réussi à pénétrer dessus, il peut être complètement détourné et faire totalement autre chose. Alors, il est toujours fonctionnel, mais il fait plus du tout ce qu'il est censé faire. C'est les types d'attaques à grande échelle. On utilise des caméras d'accès à distance, et plutôt que de refilmer et de renvoyer le flux de données, eh bien, on utilise l'accès au web pour les faire interroger des serveurs à distance, et donc c'est des milliers de caméras qui attaquent les mêmes serveurs en posant les mêmes requêtes, donc elles ne sont plus en train de filmer, mais elles font totalement autre chose, et au détriment des serveurs sur lesquels elles sont en train d'attaquer. Donc si on essaye de voir au sein de l'entreprise, sur une ligne de production, quels peuvent être les impacts, eh bien si l'attaque est réussie, on peut avoir carrément une interruption de production sur les lignes, parce que c'est ce qui était arrivé à Renault notamment, sur certains de ces automates, ils étaient plus fonctionnels, ou ils faisaient plus ce qu'ils étaient censés faire. On peut effectivement également perdre de la donnée, c'est pas négligeable, c'est presque, on n'est pas à 50% des cas, mais quand ça attaque les lignes de production, effectivement, on peut perdre de la donnée. Ça peut impacter la qualité des produits. Si l'automate n'injecte pas la bonne quantité de matière au produit, eh bien, la qualité va en dépendre, également sur les propriétés physiques de ce qu'il y a à réaliser. Et puis, si ce sont des automates collaboratifs, même si de manière sécurisée, il y a des espaces qui sont mis autour pour empêcher les gens d'être, on va dire, au contact même du déplacement de l'automate pendant qu'il travaille, eh bien, s'il vient à s'étendre davantage parce qu'il est dans un mode de fonctionnement qui n'était pas prévu, ça peut avoir un impact effectivement sur l'intégrité de la personne qui va être à proximité de l'appareil. Donc ça peut aller très 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 loin, ces attaques cyber. Donc une dernière slide sur le sujet pour un peu enfoncer le clou, pour bien dire que ça touche effectivement tout le monde. Alors là, j'ai mis des grands noms, mais ça ne touche pas que des grands groupes, c'est aussi des petites PME, c'est aussi des centres hospitaliers, des agglomérations. Et puis de plus en plus, les gens remontent l'information auprès du gouvernement qui sont attaqués. Donc on commence à avoir des chiffres et on voit que sur l'année 2019, les particuliers remontent l'information qui sont de plus en plus attaqués. Donc maintenant qu'on est bien sensibilisé au fait que la cybercriminalité, ça touche tout le monde et que c'est potentiellement très dangereux si on y est soumis, et pour s'en prémunir et faire face à toutes ces attaques-là, il faut pouvoir avoir des solutions efficaces de protection, et puis avec des produits qui vont répondre à des normes. Et puis, vis-à-vis de ces normes-là et de ce qu'elles imposent, on se repose dessus pour voir comment on fait pour les développer. Alors, M. Delion a largement parlé de l'IEC 61508, qui est relative à effectivement la sécurité fonctionnelle des systèmes électroniques pour les produits principalement de sécurité. Alors effectivement, c'est une norme chapeau avec des déclinaisons par secteur d'activité, que ce soit l'énergie, le nucléaire, le médical, le ferroviaire ou l'automobile. Et quelque chose de commun à toutes ces normes-là, c'est que le côté, la réponse à la question de la cybersécurité, elle est explicitée dans l'IEC 62443, qui est ici et que je vais détailler par la suite. Alors cette norme-là, M. Delion a commencé à en parler un petit peu, notamment avec la 62443-3-3-3 dans ces derniers slides. On va effectivement retrouver tout un tas d'informations, généralismes sur les terminologies à employer au niveau des mises en œuvre, des glossaires, des mesures de conformité. Ensuite, on va avoir toutes des normes explicatives sur les stratégies à mettre en place pour les différents produits. Avec, si on descend d'une granularité, des technologies plutôt adaptées au niveau système pour tout ce qui est les contrôles automatisés, avec des niveaux de sécurité dans les zones, des exigences du système. Puis on va descendre sur ces normes-là jusqu'aux composants et voir qu'est-ce qui peut être mis en place en termes de développement de produits. Et moi, je vais m'intéresser plus particulièrement à la toute dernière, au terme de composants, sur justement la déclinaison des caractéristiques techniques qu'on va mettre en œuvre pour assurer la sécurité cyber
et qui va couvrir la protection de la chaîne logistique, la lutte anti-intrusion, l'intégrité de ce qui va s'exécuter sur la plateforme, que ce soit au démarrage ou ensuite pendant son cycle de vie, et puis tout ce qui est la sécurité des applications des utilisateurs. Donc, comme M. Delion l'a déjà dit, on fait face ici à 7 exigences fondamentales qui sont spécifiées. Donc, ces exigences-là vont permettre si je prends la première, d'apporter des réponses en termes d'identification utilisateur et humain, mais également au niveau applicatif. Donc, ce n'est pas n'importe quelle application qui est forcément censée s'exécuter sur l'appareil. L'exigence numéro 2, c'est de pouvoir avoir un contrôle justement au niveau des utilisateurs sur ce qu'ils ont le droit de faire ou pas sur le système. On peut avoir un utilisateur qui va être devant son écran et puis avoir accès aux boutons et potentiellement ne pas être identifié, comme on peut avoir aussi un utilisateur qui va venir de l'extérieur. Et puis, pour faire telle ou telle action sur le système, s'il est administrateur ou s'il est simple administrateur, il ne va pas avoir les mêmes droits et les mêmes actions sur le système. Donc, il y a, au niveau de ces exigences-là, des actions à mettre en place. La troisième exigence, c'est effectivement protéger l'intégrité. Alors, dans les slides suivantes, je vais décliner un petit peu par des exemples ce qui se cache derrière chaque exigence et comment on peut y répondre. Donc, il y a la confidentialité des données, effectivement, la limitation des flux. On peut imaginer que l'appareil, il ne parle que vers l'extérieur et qu'il n'accepte rien en entrée. Donc, tout ça, c'est dans la restriction des flux. On peut avoir des firewalls et d'autres choses. Il y a les temps de réponse à des événements. Alors, si on n'a pas de réponse, il faut quand même pouvoir remonter au système qu'il n'y a pas eu de réponse dans les temps, et donc alerter qu'il y a éventuellement un problème. Et puis, il faut garantir effectivement la disponibilité des services, des composants et des applications. Donc, pour chacune de ces exigences-là, il y a effectivement des niveaux de sécurité qui sont relatifs aux appareils et aux composants qui vont être utilisés derrière, à savoir si l'appareil n'est pas critique dans ses utilisations, on va avoir un niveau de sécurité 0, donc il n'y a pas forcément d'action spécifique à apporter au produit. Ensuite, niveau 1, on va juste simplement protéger contre des violations occasionnelles et fortuites. On imagine que si on n'a pas rentré le bon login et bon mot de passe parce qu'on s'est trompé, bon, c'est pas critique non plus, c'était pas une attaque qui était voulue de l'extérieur, c'est assez simple, quoi. Il n'y a pas à mettre en place sur ce sujet-là, ni de protection. Après, si effectivement la personne essaye toute la journée de s'y connecter, bon, c'est un peu plus contraignant. Donc, le niveau de sécurité 2, c'est protéger contre les violations utilisant des moyens simples, avec peu de ressources. Et puis après, ça va crescendo. C'est vraiment quelqu'un qui a du matériel important, voire même qui a accès au matériel pour effectuer des actions d'attaque. Et donc, on l'a vu à travers des transparents de M. Delion également, c'est que on a des exigences, on a des niveaux de sécurité, mais ça s'applique en fonction de l'appareil aussi qu'on va avoir à manipuler et à mettre sur le marché. Donc, on a 4 types de composants qui ont été identifiés. Des embedded devices qui vont juste être là pour faire de la surveillance, du contrôle, de la commande du processus industriel. Ça va être par exemple des contrôleurs de logique programmable. On va avoir des composants réseau qui vont permettre justement les communications. Ça va être des firewalls, des routeurs, des passerelles. On a des éléments plutôt où va s'exécuter les applicatifs ou qui vont héberger les applicatifs, donc des PC, des serveurs, des data centers. On voit qu'il y en a qui sont juste là pour faire transiter l'information et il y en a qui sont là pour exécuter des calculs, renvoyer de l'information, faire du traitement. Donc, ils n'ont pas effectivement les mêmes attentes, ils ne sont pas critiques au même niveau, mais par contre, l'information, si elle doit passer, il faut qu'elle passe. Si elle ne doit pas passer, il ne faut pas qu'elle passe. Si on doit exécuter quelque chose, eh bien, il faut que ce soit la bonne chose qui est exécutée au bon endroit. Et donc, au regard de tout ça, les règles et les niveaux de sécurité ne sont effectivement pas les mêmes en termes de sécurisation, surtout dès lors qu'ils ont un accès à l'extérieur.
Et on a également les applications haut niveau qui sont là pour gérer l'ensemble et qui, eux, ont des actions éventuelles sur l'intégralité d'un système complet, à la fois sur la remontée d'informations comme sur la configuration de certains éléments, type SCADA ou Datalogger, par exemple. Donc, pour illustrer tout ça et décliner pour chaque exigence identifiée, on a une certaine liste de points où on va pouvoir apporter une réponse graduée vis-à-vis du niveau de sécurité requis par chaque type d'appareil. Alors, concernant effectivement l'identification et l'authentification, eh bien, on va pouvoir apporter des réponses en termes d'identification, d'authentification d'utilisateurs, identification, authentification des applicatifs, des appareils qui sont sur le réseau. Il y a peut-être des comptes à gérer s'il y a plusieurs utilisateurs, faire des groupes, gérer des identifiants, gérer des authentifications sécurisées. Si l'appareil communique à distance sans fil, eh bien, il y a des mécanismes aussi avec suivant le niveau de sécurité à mettre en place, de la reconnaissance, l'authentification, vérifier que les mots de passe qui sont mis en place, s'il y a lieu, suivant le niveau de sécurité, eh bien, ils sont plus ou moins robustes. Il y a peut-être à mettre en place des certificats, vérifier des clés. Les clés, aujourd'hui, c'est mis pour faire de l'intégrité des données et vérifier que la personne à qui on parle est bien celle à qui on doit parler et qu'elle est autorisée. À recevoir les informations. Il y a des choses qui peuvent passer en clair ou pas, que c'est une étape d'authentification qui a lieu sur le réseau. Donc il y a des mécanismes à mettre en place, voir ce que l'on fait s'il y a des gens qui est ou pas, et puis voir ce qui se passe effectivement sur le réseau. Alors je vais m'appuyer sur un document du groupe DNVGL, qui sont des experts de la gestion du risque dans des domaines maritimes, de l'énergie et des assurances, et qui ont, eux, proposé un document qui liste un petit peu les possibilités d'installation de mesures de sécurité qui sont approuvées dans des appareils, sur tous les layers, et qui répondent justement à la norme 63443. Alors, je ne vais pas illustrer sur chacun des points, sur chaque exigence, mais je vais en lister quelques-unes pour que vous voyez un petit peu ce qui se cache derrière chacun des points et comment on y répond en vrai. Alors, au niveau de l'authentification et de l'identification, si on reste sur l'identification des utilisateurs, donc sur la partie de gauche, vous avez effectivement les niveaux de sécurité et vis-à-vis des appareils qui sont par rapport à la typologie des appareils. Et vous voyez que quand il y a des yes, ça concerne tous les appareils et sur chacun des niveaux. Donc, typiquement, si on veut un niveau de sécurité de 1, et tester que pour les nœuds, les switches et les passerelles, on peut garantir l'identification et l'authentification. On vérifie par le biais d'une vérification que chaque compte utilisateur peut se loguer. Et donc, si c'est un compte normal ou pas, il est autorisé ou pas à se loguer. Donc après, un niveau de sécurité supplémentaire, c'est de se dire que quelqu'un qui n'a pas de compte, eh bien, il ne sera pas authentifié et on va le lister et le mettre sur la liste. Et ensuite, le niveau 4, c'est vérifier qu'effectivement, on ne peut pas falsifier les informations d'authentification là où elles sont positionnées. Et donc ça, c'est décliné pour chacun des critères d'authentification, d'application au niveau d'identification au niveau de l'application, la gestion des comptes. Donc là, on voit que les 4 niveaux sont applicables à tout le monde et que c'est le même test qui est fait. L'identification du manager. Donc, je vous ai mis à la fin de ma documentation le lien qui permet d'avoir accès aux documents et sur lesquels vous pourrez vous plonger plus longuement pour vérifier sur chacun des critères quels sont effectivement les types de tests à mettre en œuvre au niveau de la plateforme pour être compliant, on va dire, à la norme par rapport aux produits ciblés et au niveau de sécurité voulu.
Donc, typiquement, si vous mettez en place un accès sans fil, dans un niveau de sécurité minimal, on va juste vérifier que la personne puisse s'authentifier et pour avoir accès au sans fil. Et dans un cas d'un niveau de sécurité supérieur, on va vérifier que chaque utilisateur a bien un identifiant unique. Donc on va au-delà de se dire, que on va avoir plusieurs identifiants similaires pour plusieurs personnes différentes. Ça, au niveau de sécurité élevé, ça ne va pas être le cas. C'est chacun a son identifiant. Donc voilà, et puis c'est décliné pour chaque exigence et pour chaque niveau, chaque critère. Donc, pour l'exigence numéro 2, c'est de vérifier que l'utilisateur, une fois connecté, a bien un certain nombre puisse bien réaliser ce qu'il doit réaliser et ne puisse pas aller au-delà de ses droits. Donc on a des mécanismes d'autorisation, identiquement à l'authentification sur les communications sans fil. Il a le droit ou il n'a pas le droit en fonction de son niveau de pouvoir échanger avec le système sans fil. Il y a des règles qui sont mises en place également si l'appareil est mobile et se déplace. Donc il y a des restrictions d'utilisation en fonction des utilisateurs, identiquement pour les applications qui peuvent s'exécuter sur le code. Il y a des mécanismes de session, d'accès. On redate tout ce qui va se produire, comme ça on sait qui a fait quoi quand. Il y a des mécanismes de non-répudiation, donc si effectivement on ne pourra pas opposer à quelqu'un de ne pas avoir fait une action s'il l'a effectivement faite, puisqu'elle va être tracée. Donc c'est des choses à mettre en place. On a également du contrôle des périphériques. Typiquement, est-ce qu'on a le droit de mettre une clé USB sur un port ou est-ce que c'est uniquement le port USB dédié à brancher un périphérique externe qui ne serait pas une mémoire? Voilà, c'est tout un tas de critères qui sont explicités pour chacune des exigences. Donc, au niveau intégrité du système, il faut s'interroger sur le fait que dès lors qu'il y a une communication, il faut qu'elle soit intègre. Donc, on va mettre en place des mécanismes de chiffrement et d'authentification. La protection contre le code malveillant, dans le sens où on ne va pas pouvoir venir réécrire un emplacement mémoire, par exemple, parce qu'elle va être en lecture seule. Les fonctions de sécurité, on va bien venir vérifier que le code qui est mis dans la puce est bien celui qui doit l'être et qu'elle est bien mise dans la puce sur laquelle elle doit être mise. S'il y a différentes versions, par exemple, avec du matériel différent, il ne faut pas pouvoir mettre un code qui ne correspond pas à la version matérielle du système. Vérifier que le logiciel qu'on met dessus est le bon, qu'il n'a pas été falsifié, que les sessions sont au bon moment. Tout un tas de déclinaisons comme ceci. Alors, je ne vais pas forcément toutes les faire parce que voilà, ça va être peut-être fastidieux et long. Mais voilà, de l'intégrité sur les mécanismes de démarrage, l'intégrité du reboot, l'intégrité de la mise à jour. On le verra par la suite. Matériellement parlant, on a aujourd'hui sur l'étagère des composants qui permettent de sécuriser tous ces ensembles d'éléments-là, que ce soit de manière matérielle au sein du composant ou par le logiciel qui peut être développé sur la puce et qui vient permettre de résoudre ces problématiques-là. Au niveau de la confidentialité des données, effectivement, on va venir les chiffrer. S'il y a des données qui sont obsolètes ou qui ne doivent pas rester visibles sur les composants, il faut bien penser à les supprimer, faire des purges mémoire en fin de vie du composant. On parlait tout à l'heure de la fin de vie. Effectivement, il faut penser aussi que une fois qu'il n'est plus utilisé, est-ce qu'il y avait des informations critiques sur le composant, des clés par exemple, qui peuvent être mises en place et sur d'autres produits. Normalement, aujourd'hui, on n'est pas censé avoir les mêmes clés sur tous les appareils. Dans les faits, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Et donc, si quand on met le composant au rebut, quelqu'un le récupère et arrive à récupérer les clés par miracle, il peut faire des dégâts sur les éléments qui sont encore à disposition dans le commerce. Donc, chiffrer les données. Alors après, il y a une slide qui va vous parler un petit peu d'aujourd'hui, les règles en vigueur en termes de préconisation du niveau de chiffrement à utiliser pour chiffrer les données. Donc aujourd'hui, il y a plutôt des préconisations pour bannir des
des solutions qui deviennent obsolètes, soit parce qu'elles ont déjà été cassées, soit parce qu'elles ne sont pas du tout assez sécurisées aujourd'hui, au vu des ressources matérielles et des ressources de calcul qui font qu'aujourd'hui, ben, voilà, on peut casser des choses beaucoup plus rapidement qu'il y a 10 ans parce que le matériel a évolué et que c'est plus performant. Donc, utiliser des algorithmes à clé asymétrique avec des tailles minimales, là, 2048, ou des clés symétriques au minimum de 256. Alors ça, c'est vrai aujourd'hui, au moment où je vous le dis. Dans 6 mois, ça va peut-être être différent parce que l'évolution matérielle fait que les hackers sont de mieux en mieux lotis et donc ont du matériel performant pour pouvoir attaquer les installations. Donc le niveau d'exigence 5, c'est effectivement de gérer les flux réseau. Donc ça va être avec des appareils de segmentation réseau, des règles de firewall, filtrer le contenu des utilisateurs, protéger le service DHCP. Parce qu'on vient en DHCP sur le réseau, est-ce qu'on a le droit d'être authentifié et est-ce qu'on va avoir la délivrance d'une adresse IP? Est-ce qu'on est autorisé à l'avoir ou pas? Et puis prévenir des boucles de switch, donc ça c'est au niveau installation. L'exigence 6 sur les temps de réponse, effectivement, on va générer des rapports d'audit. Et pour ne pas pouvoir les falsifier, il vaut mieux qu'ils soient en lecture seule, pratiquement. Donc, et pouvoir faire de la surveillance continue avec de la remontée d'informations sur le fait qu'il s'est passé tel ou tel événement sur le système et non pas attendre forcément un délai important et d'avoir la remontée d'informations trop tard puisque les dégâts ont pu être générés plus tôt. Et concernant la disponibilité des ressources, effectivement, faut se protéger contre le déni de service. Si on est attaqué avec plein de gens qui nous posent des questions, d'une, il ne faut pas leur répondre. Il faut déjà voir qu'il y en a beaucoup qui nous appellent et ne pas leur répondre, filtrer ceux qui ont l'autorisation de communiquer, éjecter les autres. Et s'ils essayent plusieurs fois, les bannir complètement. Voilà, il y a des outils qui le font très bien. Il y a de la gestion des ressources, effectivement, qui va avoir la priorité sur l'autre. Penser aux sauvegardes et effectivement, avoir de la redondance, si jamais il y a une panne. Faire de la rétention de configuration, des paramètres de configuration, limiter les fonctionnalités, notamment effectivement le nombre de ports ouverts. Comme ça, on est sûr que les personnes ne passeront pas par un autre endroit. Alors on est focalisé souvent sur ce qu'on doit faire, mais si jamais on met des systèmes d'exploitation dans des systèmes, il faut penser que par défaut, il peut arriver que les ports restent ouverts. Alors c'est une faille de sécurité parce qu'on n'a pas prévu de gérer ces ports-là puisqu'ils ne sont pas censés entrer en action dans la fonctionnalité de l'appareil. Et donc si on ne prévoit pas de les fermer ou au moins de gérer si quelqu'un essaye de les manipuler, eh bien on est ouvert à une faille de sécurité. Donc l'inventaire des composants également sur la disponibilité des ressources pour notre produit. Ça se pense également parce que sur une chaîne de production, si on veut produire pendant plusieurs années, si on a un défaut de composants, c'est plutôt embêtant. Donc au vu de toutes ces exigences-là, on a des organismes qui nous donnent de l'information pour nous aider à mettre en œuvre des solutions des contre-mesures à chaque niveau. Donc on a l'ANSSI en France qui recense notamment les failles de sécurité au jour le jour, qui font évoluer les failles. Donc on peut les suivre et on peut effectivement voir les mises à jour associées et faire les mises à jour sur nos appareils si besoin. Il y a des guides de réalisation de structures sécurisées. Et puis après, ils mettent aussi en place des livres blancs sur les bonnes pratiques. Donc là, j'ai mis quelques liens. Le NIST également produit des manuels de référence. Puis après, il y a des organismes aussi qui sont là pour vous aider à certifier les produits si vous vous engagez sur quelque chose de normé et qui va vous aider justement à passer ces certifications-là, voire faire des audits de sécurité pour vérifier que ce que vous pensez avoir mis en place répond bien à ce que vous vouliez. Donc, je vous ai mis un lien également, je vous parlais tout à l'heure quand on fait du chiffrement pour justement protéger la donnée, vérifier son intégrité,
garantir son intégrité. Alors, on a un site qui est keylight.com qui est régulièrement mis à jour et qui vous avertit du niveau de chiffrement qui sont à minima à respecter pour que vous ne soyez pas embêté pour les 5 ou 7 prochaines années de durée de vie de votre produit. Donc, si vous ne prenez pas, par exemple, sur ce tableau-là, une clé d'une certaine taille suivant l'algorithme que vous voulez pour un SHA 256, bon, effectivement, le minimum, c'est 256, mais, puisque de son nom, mais si vous voulez aller au-delà de 2000, à partir de 2030, de toute façon, ça va être réévalué et vous allez avoir un niveau de taille de clé qui va forcément augmenter sur le SHA, effectivement. Bon, là, c'est le mauvais exemple que je vous donne parce que dans le nom de l'algorithme, vous avez effectivement la taille minimale de la taille de clé qui est à respecter. Mais sur certains autres, vous avez des tailles minimales qui sont super. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces sites-là. Là, je vous ai mis juste celui qui est relatif aux clés de hash. Vous en avez d'autres pour d'autres types de clés de chiffrement. Donc, devant toutes ces exigences-là, si on veut y répondre convenablement dans un produit, eh bien, il y a effectivement des composants qui répondent à tout cela avec des fonctionnalités réalisées en matériel, notamment des secure elements, des bootloaders sécurisés, des JTAG, des mémoires qui vont être compartimentées avec des mémoires accessibles d'une partie sécurisée et d'une partie non sécurisée. Vous avez des accélérateurs de chiffrement matériel qui vont être présents sur les puces et donc qui vont pouvoir faire le chiffrement très rapidement, d'une manière sécurisée, puisque comme on est dans la puce, on n'en sort pas et donc on ne fait pas de communication pour manipuler la donnée et la chiffrer, donc c'est l'idéal. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les attaques aussi matérielles, on a les critères communs qui sont là et qui vont garantir que votre composant ne peut pas être altéré de l'extérieur et qu'on ne va pas pouvoir venir récupérer de l'information dessus. Et puis, il y a l'aspect sécurisation de manière logicielle, avec typiquement les blockchains ou les trust zones ou les memory protection units qui peuvent être mises en place pour venir sécuriser l'exécution de votre code, les accès aux mémoires. Et puis, j'ai quelques slides derrière qui vont suivre avec des exemples de composants qui utilisent tout ça. Donc, vous avez ici chez NXP un élément IoT qui répond justement à la norme IEC 62443-4-2 et qui permet de rajouter la fonctionnalité communication sans fil, là effectivement en NFC. Alors, ce qui est en vert, c'est le composant NXP. Il faut rajouter effectivement le micro qui va bien, éventuellement les capteurs, et puis de l'autre côté, le récepteur qui va permettre de faire la communication avec lui. Et donc, vous voyez que sur ce type de composant-là, on a d'intégrer tout ce qui est gestionnaire de clés, la génération de nombres aléatoires pour justement créer des clés pour chiffrer des échanges de données, notamment au niveau d'authentification, avec des clés qui vont varier à chaque communication. Donc, des ressources de chiffrement avec des algorithmes de cryptographie et des petites curves, des RSA, du ES, des ES. Vous avez du hachage également. Et puis des zones où vous allez avoir des clés et des générateurs de clés sur le composant. Donc chez NXP, vous avez également le LPC55S qui est là pour la sécurisation de système complet. Alors sur la puce, vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour prouver que la puce n'a pas été contrefaite. Il y a à l'intérieur des clés uniques et qui servent justement à l'authentifier. Vous avez des accélérateurs de chiffrement, des SHA, d'AES, des accélérateurs Prince qui permettent de chiffrer à la volée les communications. Vous retrouvez également le générateur de nombres aléatoires. Vous avez la trust zone, je reviendrai dans la slide suivante, qui permet justement de dissocier le monde sécurisé du monde non sécurisé, sachant que le monde sécurisé a accès à tout et le monde non sécurisé n'accède pas au monde sécurisé. Donc, en termes d'applicatifs, tout ce qui est critique peut être fait dans le monde sécurisé, et ce qui ne l'est pas peut être fait dans le monde non sécurisé, avec effectivement les gestions de boot et de mise à jour qui vont être
gérer de manière optimale nos composants. Donc, je reviens sur l'aspect effectivement Trust Zone, avec en vert toute la partie sécurisée, notamment au niveau du programme, de la mémoire, avec les zones qui ne le sont pas en rouge, où on voit qu'effectivement, quand vous êtes en zone sécurisée, vous accédez à la fois au programme et quand vous êtes non sécurisé, vous gérez judicieusement ces échanges pour savoir dans quel mode vous êtes. Ce sont des microprocesseurs classiques avec ces fonctionnalités rajoutées en termes de sécurité, mais vous retrouvez tout ce qui est microprocesseur, la gestion de l'alimentation et des mémoires, et puis les interfaces de communication, et même avec des petites parties analogiques pour certains cas. Donc, le composant requiert tout ce qu'il faut pour faire des choses de manière sécurisée et pour être embarqué dans des produits qui vont être sécurisés et qui vont accepter les normes de sécurisation en vigueur. Donc vous en avez également chez ST, hein, là c'est un composant qui permet d'authentifier une connexion sécurisée distante. Vous avez également les modules STM32, famille série L4, L5 de chez ST, qui ont aussi tout ce qui est gestion sécurisée de mise à jour et de gestion mémoire embarquée. Chez Microchip, vous avez également des composants qui font de l'authentification sécurisée via le réseau et entre accessoires, avec des bouts sécurisés, des générations de clés, la même chose que ce qu'on a pu voir chez les concurrents. Donc vous en avez également chez Infineon, chez Cypress, chez Silicon Labs. Donc chaque fabricant a une solution qui peut répondre à votre besoin avec plus ou moins de modules intégrés, avec des modules qui vont être faits en termes d'accélération matérielle ou en termes de librairie software. Donc voilà, chacun a son compromis sur certains éléments. Et donc avec ces produits-là, on est capable de faire des produits plus haut niveau, comme ce routeur de chez Phoenix Contact, qui répond à la norme IEC 62443-4-2. Et on voit que sur ce type de produit-là, sur ce routeur, concernant effectivement l'exigence fonctionnelle d'identification et d'authentification, si on regarde sa datasheet, hein, c'est extrait de la datasheet, et ça se décline sur chaque exigence fonctionnelle. On a ce type de tableau, et on voit que celui-ci est conforme à un niveau de sécurité niveau 2 sur l'identification et l'authentification, avec les mécanismes qui sont mis en place pour répondre à ces critères-là. Vous avez également chez Rockwell des contrôleurs d'automatisme programmables qui vont être conformes à IEC 62443-4-2 avec des niveaux de sécurité SIL 1, SIL 3. Et vous avez chez Siemens des switches. Donc chaque fabricant a des solutions. Bon là, c'est des solutions réseau, hein, principalement, dans ce que je vous ai mis comme exemple, mais chaque fabricant a plusieurs solutions pour mettre en œuvre la sécurisation côté cyber, on va dire, sur les produits qui communiquent par les réseaux. Donc, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc, si vous avez des questions, alors dans les slides qui suivent, j'en ai deux autres que vous aurez dans les transparences, c'est l'explication des EAL et puis les liens qui vont vers le document où il y a les exemples pour qui sont déclinés pour chaque exigence et chaque critère. Merci beaucoup Samuel pour cette présentation. Donc, je ne sais pas si parmi les participants, vous avez des questions. Comme je disais, n'hésitez pas à lever la main ou à poser par le chat. J'ai oublié de vous préciser que donc après ce web atelier, on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction à remplir. L'idée étant qu'on sache voilà, si la thématique vous a intéressé, le sujet traité aussi, et si vous avez des thématiques que vous souhaiteriez qu'on traite dans nos futurs ateliers ou séminaires, idéalement en présentiel, mais bon, sans doute quand même en distance pendant un certain temps.
vu les circonstances. Donc, voilà, le temps que vous puissiez poser vos questions par chat ou en levant la main, j'avais une question par rapport à ce que vous avez présenté, Monsieur de Lyon, notamment sur les impacts de l'architecture matérielle par rapport aux différents niveaux de sécurité demandés, de sûreté et de sécurité. Est-ce que, par exemple, si dans une architecture, on demande un doublement du canal de communication entre deux processeurs, si la raison pour laquelle on souhaite un doublement du canal, c'est parce qu'on craint une cyberattaque, si en contre-mesure, on peut sécuriser ce canal via tous les mécanismes que Samuel a présentés, par exemple, est-ce que ça peut nous alléger ces contraintes-là ou est-ce que c'est vraiment au niveau physique qu'il faut avoir ces doubles canaux? Non, c'est vraiment au regard de la norme, c'est du physique. Parfois, quand on a, comme l'a dit votre collègue, des certificateurs extérieurs, que ce soit DNV, Veritas, Ineris, il est très compliqué de leur dire qu'on n'a pas recours à la double voie physique parce qu'on a mis en place des moyens extérieurs. Voilà, là, la norme nous dit que c'est 2 voies, en gros, point, et c'est quasiment pas discutable. D'accord, merci. Alors, excusez-moi, je vais laisser un temps d'arrêt. En gros, c'est ce qu'on retrouve quand les gens utilisent des automates de sécurité dans leurs entreprises. Même s'ils achètent un automate de sécurité, quelque part, les gens qui ont mis en place et qui ont fait certifier ont prouvé qu'il y avait suffisamment d'indépendance pour dire qu'on avait quasiment 2 canaux à l'extérieur. D'accord, merci. Je suis désolée, j'entends pas très bien, mais ça vient peut-être de ma connexion. Mais bon, en tout cas, j'ai compris le principe. L'idée, c'est que non. Du coup, une question pour vous et Samuel. Vous avez présenté les organismes certifiants pour tout ce qui est niveau de sûreté et de sécurité, le TÜV, j'ai pas retenu les autres, je dois dire. Est-ce qu'il y a des organismes certifiants pour les niveaux de sûreté logicielle, les SL? Je vous laisse la main, Cyril, parce que là, c'est en distance, je ne vous vois pas, mais... Là, oui, il y en a. Je crois que c'est le CIL doit pouvoir certifier, me semble-t-il, le côté cyber. Alors, je pense qu'en France, le bureau Veritas a une activité cyber, donc je pense qu'ils peuvent certifier. Ça serait étonnant qu'en gros, Exida, par exemple, qui est un grand groupe de certification internationale, fait de la certification cyber également. Donc, en gros, tous les gens qui faisaient de la certification 61508 ou Directive Machine, aujourd'hui, s'orientent de plus en plus vers la certification cyber. D'accord, merci. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions de la part des différents participants. Une dernière question pour Samuel, cette fois, par rapport à la Trust Zone. Donc, est-ce qu'il y a seulement l'architecture de micro-ARM qui a mis en place une Trust Zone ou est-ce qu'il y a d'autres cœurs de microprocesseurs qui ont également ce genre de système mis en place? À ma connaissance, si c'est mis en place, c'est sous un autre nom. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Trust Zone est vraiment ciblée sur les cœurs ARM et pas n'importe lesquels, les M23, les M33. Oui, effectivement, ça doit être quelque part une trademark de ARM. Aujourd'hui, oui. Alors, les concurrents directs vont certainement proposer une solution, mais ils ne vont pas garder le nom Trust Zone. Pour compléter ce que disait Samuel, aujourd'hui, on retrouve des choses similaires dans les organisations des automates de sécurité, où ce qu'ils ont fait, c'est que pour garantir, comme je le disais tout à l'heure, l'indépendance et la double voie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont des SOC qui sont composés de 2 micros
pour répondre à l'architecture, par exemple, de la directive machine. Et de l'autre côté, ils ont un troisième micro qui fait l'interface avec le monde extérieur au travers d'une double rame qui permet, on va dire, de servir de joint d'étanchéité, entre guillemets, entre le monde safety et le monde extérieur. D'accord, oui. Donc, ils font une architecture, mais multi-microprocesseurs et multi-chips pour pouvoir avoir cet aspect zone isolée au niveau sécurité et sûreté. Voilà. D'accord. Et à titre d'exemple, moi, j'en ai un en tête parce que je l'ai avec un de mes clients, c'est Icor de chez IMA. Et aujourd'hui, ces gens-là, on pouvait, par exemple, et c'est un certificat délivré par le TÜV, sur le plan sécurité au sens safety, hein, mais pas au sens security, ils ont prouvé qu'ils atteignaient un SIL 3. D'accord, oui. Donc, on voit l'impact de l'architecture matérielle, finalement, même sur le côté logiciel. Hein, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est à prendre en compte dès le départ, si possible, de la conception de… Voilà, c'est un chip qui est tout prêt, donc là, on l'achète tout prêt et on le programme. Donc, en gros, on pourrait, comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, on pourrait en gros utiliser une telle architecture sur le plan matériel et puis faire en sorte de répondre à toutes les exigences de programmation pour considérer les attaques cyber. D'accord, ben merci pour ces précisions. Écoutez, on n'a pas d'autres questions particulières par rapport de nos autres participants. Donc, ben, je pense qu'on va pouvoir conclure. J'ai arrêté ma caméra parce que j'avais des problèmes de connexion. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous les deux pour ces présentations qui ont permis de couvrir… Je suis vraiment désolé, j'ai ma connexion qui a planté là pendant presque 5 minutes et je vois qu'il y a un message qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez déjà répondu ou pas? Non, c'est M. Cauchois qui a demandé si on avait connaissance de microchips ARM. Le firmware serait chiffré en vue d'être programmé sur une puce donnée et pas sa voisine. Alors, on a suivi justement cette semaine une formation avec les gens de chez ST. Et a priori, de ce qu'on a compris comme ça, les STM32 L5 pourraient effectivement répondre à ce besoin-là. Ok, mais merci, désolé, j'avais pas entendu. Non, mais tu as bien fait, j'avais pas vu. Ouais, elle venait juste d'arriver. Ok, bon. Et d'ailleurs, comme je vois que c'est la garantie des mises à jour, sur ce type de composants-là, il y a également un mécanisme de versionning qui font qu'on ne peut même pas reflasher une version antérieure. C'est-à-dire qu'il y a un compteur de mise à jour. Si vous avez dit que c'était la version 2.1, si on essaye de remettre la version 2.0, vous vous faites jeter et vous ne pouvez pas mettre à jour votre composant. Ok, ben merci Samuel pour ces réponses. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interrogations, on va, je pense, clôturer cet atelier. Ben, comme je disais, merci à tous. Du coup, M. Cauchois demande si on pourra mettre un lien ou une documentation par rapport à cet aspect-là. Donc, Samuel reviendra vers vous. Je pense que ça sera le plus simple pour vous informer de tout ça. Donc, merci à tous. N'oubliez pas de remplir le petit questionnaire qu'on va vous envoyer par mail, qui est peut-être même déjà arrivé dans vos boîtes mail, hein, si la programmation automatique s'est fait correctement. Écoutez, pour l'instant, le CRESIT, d'ici la fin de l'année, n'a pas d'autres webinaires prévus. Mais l'année prochaine, on organisera toujours des séminaires et des ateliers sur la thématique électronique et communication sans fil. Notamment, on va faire un séminaire sur tout ce qui est dispositifs médicaux. Et puis, un autre séminaire justement sur la sécurité, enfin l'usine du futur, mais de façon l'usine sécurisée du futur. Voilà. Donc, ça sera une continuité, je dirais, de cet atelier. Et en espérant pouvoir le faire en présentiel, puisque ça sera normalement au deuxième semestre. Donc,
on espère qu'on pourra le faire de façon sécurisée en présentiel. Voilà, ben, merci à tous, bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci à tous. Elisabeth, la programmation automatique marche très bien, c'est arrivé. D'accord, et bien parfait. Merci, bonne fin de Merci à vous. journée. Merci à vous tous et bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.